C'est bon. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur la conf du mercredi. Ce soir, on va parler sport et performance, comme à notre habitude, hein, avec Julien, on va co-animer cette session. Toujours en bonne compagnie avec Pierre Buis, Madine Réunion, expert en cyanobactéries. Et puis ce soir, on a une guest star, on va dire. On a Julien le routier qui nous fait l'honneur d'être là. Julien est un préparateur mental avec une approche particulière et dans le cadre du sport et de la performance, la préparation mentale a tout son sens. Il interviendra une ou deux fois en fonction de ce qu'on aura dit. Euh, voilà, et puis Pierre s'occupera de nous présenter les nutriments essentiels et leur impact surtout sur la performance sportive. Allez, sans plus attendre, démarrons la présentation. On commence tout de suite par les freins. Et bien sûr, on va commencer par ce qui contraint la performance en temps normal. On a identifié cinq freins de la performance. On a des facteurs externes, puis des facteurs internes. Et pour les facteurs externes, on a les facteurs, comme on peut le voir, les facteurs psycho-émotionnels, le stress, la pression mentale, le manque de motivation, le manque de confiance en soi aussi, l'altération de la concentration et de la régularité. Je vais laisser la main dans un instant à Julien pour nous parler de ça, sur les facteurs justement un peu limitants, on va dire les facteurs psychologiques et psycho-émotionnels. Et ensuite, on a un autre facteur externe qui est hyper important, c'est une programmation inadaptée ou mal individualisée. Ayant été pendant 20 ans coach sportif, je connais bien la problématique pour l'avoir et vécu et aussi de temps en temps, l'erreur est humaine, donc j'ai aussi raté quelques préparations. Donc c'est hyper important, ça vient rarement de l'athlète lui-même, sauf s'il n'écoute pas le coach. Mais voilà, il peut y avoir des éléments importants à mettre en place. Et puis bah, des fois, on peut passer à travers. Donc, on démarre avec les facteurs externes. Julien, tu peux prendre le relais sur ces facteurs psycho-émotionnels et nous en parler un petit peu. Très bien, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Écoute, tu l'as bien évoqué, donc les facteurs externes et internes. Disons que notre mental, ce serait un petit peu comme si on avait une boîte, un puzzle. Et on se dit finalement, on a beau avoir toutes les pièces, on sait qu'on les a. Si on ne pose pas une stratégie claire sur ce qu'on souhaite obtenir à l'arrivée, on a difficilement un résultat. Et tu parlais donc un peu, tu en as cité quelques-uns, de fait d'avoir finalement une clarté mentale et vraiment prépondérant à la bonne poursuite d'un objectif et d'arriver à ses fins sur ce qu'on a vraiment envie d'obtenir. Donc le fait de finalement poser sa clarté, apporter de la clarté à ses objectifs, à ce qu'on a envie de faire, penser finalement pour mieux agir. Tu comprends? Très bien. Je crois. C'est-à-dire qu'on est plus en accord avec ce qui nous est réellement utile et ce qui nous importe, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui va nous amener où on va aller, et on est beaucoup plus au fait et en cohérence, que ce soit finalement dans le sport, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de finalement de notre vie de tous les jours, de notre quotidien. C'est des sujets qui sont importants et qu'on soit un sportif ou un dirigeant, le fait de se poser ces questions en amont nous permet d'obtenir beaucoup plus de performance. Tu parlais des facteurs émotionnels qui sont également prépondérants finalement dans la performance, puisque on a beau être le meilleur athlète du monde. J'entendais l'autre jour un de mes confrères qui parlait et qui avait accompagné notamment Serena Williams, pour ceux qui ne savent pas, qui est une grande championne de tennis. Et il expliquait que jamais Serena, une fois dans sa vie, s'était retrouvée sans avoir peur avant de rentrer sur le court de tennis. Et on parle d'une athlète affirmée, confirmée, et qui a quand même eu une sacrée carrière et de grandes performances et de réussite. Donc c'est comment être en accord finalement avec notre cerveau, comment comprendre finalement comment on va faire de ce stress une énergie positive plutôt qu'un frein. Et on a souvent du mal à avoir cette réflexion tout seul parce qu'on se retrouve à un peu subir les situations, on n'a pas forcément conscience de ça. Et au moment important, donc on souhaite prendre la parole par exemple en public ou qu'on souhaite, quand on est sportif, appréhender une compétition, savoir comment on souhaite agir pour éviter d'être dans finalement une tétanie,
et qui va brider notre performance. Et en parlant de performance, la réelle performance, c'est ce que tu disais, c'est toi, tu as fait 20 ans de sport, Geoffroy, donc tu sais de quoi je parle. C'est pas être bon un jour et le lendemain être mauvais et puis le surlendemain être nouveau bon. Non, c'est être plutôt régulier et aller chercher une performance régulière, beaucoup moins aléatoire, hein, et agir finalement en adéquation avec le fonctionnement de notre cerveau. On a souvent on prend les choses un peu comme ça vient et on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais y aller au talent. J'ai souvent entendu cette phrase par rapport aux sportifs que j'ai pu accompagner. Et le talent, c'est bien, mais c'est pas quelque chose de durable. Donc, c'est bien de l'assortir avec des choses beaucoup plus concrètes et dans le temps, de construire finalement des habitudes qui vont nous être profitables et nous permettre de réitérer cette performance dans le temps. Super, merci beaucoup. Et tout à l'heure, je te redonnerai la main. Tu pourras peut-être nous donner deux, trois tips justement pour nous aider à pas faire l'exploit, ce qu'on appelle nous la performance dans le jargon un peu familier, la performance du jour J, parce que moi j'appellerais plutôt l'exploit. Voilà. Mais effectivement, la performance, elle se travaille sur le long cours et peut-être que tu nous donneras des petits tips tout à l'heure. Avec grand plaisir. Ouais, super. Alors, continuons dans les facteurs. On a vu les facteurs donc externes, hein, les facteurs psycho-émotionnels et puis la programmation inadaptée. Et puis, on a également les facteurs internes. Alors, le facteur interne, principalement, bah, c'est le manque de récupération ou le surentraînement. Si vous êtes un petit peu sportif, bah, la récupération, elle se fait par le sommeil ou par la limitation de l'entraînement avec des temps de récupération entre deux. Donc voilà, donc c'est bien écrit, hein, trop de sport ou pas assez de repos, on a toujours les vagues physiologiques qui sont présentes. Ensuite, on a ce qui est du ressort du déséquilibre nutritionnel ou les carences nutritionnelles. Si c'est pour citer un exemple, hein, et je vais prendre le mien pour pas parler de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours été gourmand et quand je faisais des compétitions de judo, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, après un régime, je finissais dans les fast-foods parce que ça faisait du bien, il fallait récupérer de l'énergie. Autant vous dire que c'était pas la meilleure solution. Mais c'était bon ou pas, mais c'était pas la meilleure solution. Donc voilà, si on fait ça avant les compétitions, on peut comprendre que on peut avoir des déséquilibres métaboliques et donc bah, sur un marathon, on peut avoir des troubles gastriques, sur des distances plus longues également. Quand on a besoin de concentration et qu'on a des désordres gastriques ou émotionnels ou de la fatigue et qu'on commence à somnoler, c'est plus compliqué. Donc tout ça entraîne également bah, des baisses d'énergie, de l'inflammation et puis une capacité à récupérer beaucoup plus lente. Et puis enfin, on a les troubles musculo-squelettiques. Ça, ça, c'est un peu mon quotidien au travail. Donc, un mauvais alignement postural, des tensions chroniques, des blocages articulaires. Tout ça, ça va limiter l'amplitude. Ça va entraîner des douleurs à cause des compensations. Donc, on va avoir besoin de rééquilibrer ça régulièrement. Comme j'aime le dire auprès des sportifs que j'accompagne au quotidien en ostéothérapie, plus on va pratiquer deux fois dans la semaine une activité, et plus régulières vont être les séances de remise en état, on va dire, de réalignement euh, au- euh, comment dire, pour l'activité, pardon. Donc, ça va vraiment être nécessaire. Si vous regardez sur la gauche de votre écran, vous avez une petite information concernant les cellules avec un fonctionnement affaibli et un fonctionnement normal. C'est pour revenir sur la notion de déséquilibre nutritionnel. Si on a un déséquilibre nutritionnel, bah, vous pouvez voir une cellule rouge là-haut, d'accord, où les nutriments sont absorbés lentement et puis les déchets sont éliminés lentement également. Donc il y a un dysfonctionnement de la cellule. En revanche, quand elle fonctionne normalement, les nutriments sont absorbés facilement et les déchets sont évacués également plus facilement. D'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Et pour ça, on va avoir notre ami Pierre qui va nous en parler dans quelques instants. Pour répondre aux besoins énergétiques, bien sûr, on revient sur cette notion d'alimentation. On a besoin de respiration, on a besoin de s'alimenter correctement. Et l'apport énergétique aux cellules, il est essentiel. Il est essentiel donc par les macronutriments, excusez-moi,
Donc tout ce qui est lipides, acides gras, les protéines à valeur biologique optimale et les glucides. Ça, c'est pour avoir de l'énergie. Hein. L'énergie, dans le corps, elle s'appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Et en fait, c'est le carburant de l'effort. Donc, on a plein de petites cellules dans notre corps qui nous permettent de créer cet ATP. On a les glucides, on a les lipides et on a également les protéines. Voilà, on a d'autres micronutriments qui sont très importants, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, qu'on retrouve dans certains compléments de la marque Zinzino. Et ensuite, on a l'hydratation qui est essentielle et surtout en ce moment, alors je ne sais pas où vous habitez, on va dire tous, mais dans le sud du côté de Perpignan, on atteint les 30 degrés là, depuis quelques jours et pour s'entraîner en fin de journée, c'est compliqué. Et le matin, la chaleur monte très vite. Donc ça, c'est important. On peut évoquer également l'importance de l'hydratation et surtout d'une eau un peu plus salée, je dirais, dans les environnements humides. Donc chaleur et humidité font pas bon ménage pour l'organisme dans le cadre de séances de sport ou de performance lors d'une épreuve. Et enfin, voilà, l'utilisation des différentes filières énergétiques dans notre corps. Ça, c'est un point important qu'il faut soulever. On dit toujours qu'on commence par les glucides et puis qu'ensuite on prend les lipides et enfin on prend les protides. En fait, les trois filières énergétiques démarrent en même temps, mais l'une prend plus d'ampleur au début, c'est celle des glucides. Et quand elle chute et qu'il n'y a plus assez de glucides pour apporter les éléments et pour fournir assez d'ATP, hop, la filière des lipides prend le relais. Sur des épreuves un peu plus longues, c'est très utile. Et puis, même chose, quand elle redescend et qu'elle s'affaiblit, eh bien, on a la filière des protides et des protéines donc, qui sont utilisées pour aller dans des efforts beaucoup plus longs. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? En tout cas, j'espère que c'est clair et je vais continuer. Alors, comment s'alimenter durant un effort? Alors là, c'est encore toute une stratégie parce que ça va dépendre de l'effort. Vous allez bien comprendre que sur une épreuve, ou je ne sais pas, sur un gala de danse, sur une chorégraphie qui peut être intense, mais sur un temps très court, on va avoir un effort totalement différent que sur une épreuve de longue distance, comme du trail, comme de l'Ironman, comme du paddle autour de Tahiti. J'en sais rien. Voilà, il y a plein, plein, plein d'épreuves. Il y a aussi des épreuves intermittentes. Je pense à Pierre et à la Réunion au surf, par exemple, où on va avoir un temps très court sur une vague. On va avoir un temps de pratique pour prendre la vague. Et puis, une fois que la session de, je crois que c'est 10 minutes, elle est passée, ils ont un temps de repos pour passer aux séries suivantes. Donc voilà, ce sont des efforts intermittents. Donc, il faut avoir cette forme de régularité énergétique aussi dans la journée en fonction des efforts. Alors, bien sûr, pour avoir une alimentation et pouvoir être équilibré durant un effort, une supplémentation en vitamines, c'est important. Hein. Les apports en acides aminés essentiels et non essentiels aussi. On en parlera et Pierre nous évoquera ça juste après. Éviter bien sûr tout ce qui est les hypoglycémies, donc apporter des glucides avec un IG bas. L'IG, c'est indice glycémique bas. Donc, à savoir que si on prend des pâtes toutes seules, par exemple, on va avoir un indice glycémique élevé. Pour le coup, on peut prendre le pain aussi. On a un spécialiste du pain, je crois, ce soir également qui est là. Donc, voilà, un indice glycémique bas, ça peut être des pâtes coupées avec des fibres. Il faut faire attention sur un effort long, ça peut déranger le transit. Donc voilà, il faut être vigilant. On a notre petit bonhomme bleu qui est sur la droite et vous allez voir ce qui est bon également pour lui en essentiel et non essentiel. Je vous laisse lire, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on a beaucoup d'éléments qui sont et essentiels et non essentiels. Voilà. Euh, Hop, je regardais en même temps le chat, c'est-à-dire savoir s'il y avait des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je le rappelle, si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. D'accord? Ça évitera d'avoir un brouhaha et trop de micros ouverts en même temps et de ne pas s'entendre. Donc n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat. Ensuite, passons à la slide suivante. Comment préparer une épreuve? Alors ça, c'est toujours un sujet délicat. Il y en a qui vont un peu préparer au feeling. Comme disait Julien tout à l'heure, il y en a qui vont préparer au talent. Il y en a qui vont s'entraîner avec des applications et qui vont être hyper vigilants à bien respecter toutes les séances. Et puis,
Et puis, il y a plein de notions sur lesquelles il faut être vigilant. Alors, est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est l'exploit de la compétition qui est programmée? Ça va dépendre de chacun, chacun son approche, chacun sa philosophie là-dessus. Mais en tout cas, il y a quelques règles d'or à respecter et, euh, et entre autres, travailler, hop, excusez-moi, j'étais un peu trop vite, travailler sur la durée de la préparation suivant le type d'effort. On peut prendre l'exemple d'une course longue distance. Alors, est-ce que vous connaissez le triathlon, j'imagine? Triathlon, trois épreuves. Moi, je vois toutes les têtes qui se penchent comme ça, donc c'est OK pour moi. Le triathlon, hein, trois épreuves, natation, vélo et course à pied, trois efforts un petit peu différents. Le triathlon, ils ont été intelligents, ils ont créé plein de formats différents, du découverte qui est très court à la distance euh, M, ensuite la distance L et la distance XL. Donc on va de 750 mètres dans l'eau, 10 à vélo et 5 à pied pour le plus court, c'est la version sprint, à l'Ironman, qui est multiplié par 4, hein, on arrive à 3,8 km dans l'eau, 180, 190 en vélo, et un marathon pour finir. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il y a des épreuves qui sont sur du plat, c'est plutôt sympa, et puis il y a des épreuves qui se font en montagne, c'est encore un autre effort. Donc voilà, il est important de travailler sur la durée et sur la durée spécifique de l'épreuve. C'est très très important. On ne va pas se préparer en faisant 1 heure de footing par jour pour faire un Ironman ou nager 20 minutes le midi à la piscine. C'est pas envisageable d'être sur cette dynamique-là. Ensuite, on a la préparation mentale et bien sûr là, Julien, tu vas nous redonner quelques petits tips, deux, trois tips pour nous aider. Ensuite, une alimentation saine, eh bien, on vient d'en parler. Maintenir les taux hormonaux élevés, donc avec les supplémentations, et bien sûr, on va éviter tout ce qui est soda, soja, bière avant, et Pierre va nous l'expliquer juste après. Phytoestrogènes, tout ce qui est céréales, légumineuses et sucres rapides également. Limiter le stress oxydatif, c'est-à-dire apprendre à bien respirer pour bien oxygéner l'organisme, pour éviter l'apparition de trop de cortisol. Et puis enfin, l'effort d'endurance, la protection cardiovasculaire, on a des éléments pour ça. Zinzino a des très très bons outils pour ça avec les oméga 3. Alors, je vois qu'il y a un petit 1. Alors, excusez-moi, il y a Youssef qui nous dit dans le chat, j'ai un problème de circulation sur ma jambe droite, je marche 5 à 10 minutes. Euh, que me conseillez-vous? Eh bien, pour l'instant, Youssef, on maintient la question. Tu n'arrives même pas à courir. On maintient la question et on y répondra juste après. Voilà un peu pour comment préparer une épreuve. Alors, on va solliciter notre guest du jour, Julien. Si tu peux reprendre la parole, tu nous donnes deux, trois tips pour nous aider à performer et à faire l'exploit le jour J. Des tips, je dirais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà en fait notre boîte de puzzle, donc on a déjà tous les éléments. Mais tu l'as dit à juste titre, on a tous une manière d'appréhender une préparation qui nous est propre. Donc, tu as cité plusieurs éléments qui sont importants. Donc, le fait de comprendre ben, finalement qu'est-ce que je souhaite obtenir en termes de performance. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'avoir une clarté, le fait d'avoir réfléchi en amont, de savoir exactement ce que tu vas mettre en place pour pouvoir arriver à ton objectif. Le fait de le visualiser comme s'il avait déjà été vécu, parce que finalement, on parle souvent de visualisation en préparation mentale. Donc pour les personnes qui sont en mesure de le faire, c'est avoir la capacité à se projeter parce que notre cerveau ne va pas faire la différence entre un souvenir déjà vécu de finalement une projection réaliste et cohérente du succès de notre préparation. Et après, tu en as parlé, c'est faire en sorte finalement que tous ces petits qui pourraient venir nous embêter, tout ce qui pourrait nous perturber, tu as parlé justement de l'alimentation, tu parles également, il me semble, de la gestion du stress par la respiration, tu vois, toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, c'est le fait de se dire que chaque détail compte et comprendre qu'est-ce qui finalement est important pour nous pour réaliser cette préparation en adéquation avec notre objectif. Super. C'est trop, trop bien. Et pendant l'effort, est-ce qu'on a, justement, des fois, on peut avoir des variations. Tu parlais tout à l'heure du tennis. Pendant l'effort, on voit bien que dans le tennis, des fois, c'est très compliqué. Et on le revoit, on l'a vu en finale d'âme.
où Sabalenka, si je ne dis pas de bêtises, a vrillé à un moment donné, elle a pu contrôler. Comment on peut faire donc pendant une épreuve ou pendant un effort pour se recentrer sur, sur l'instant T en fait? Comment ils peuvent faire? Parce qu'on voit au tennis que c'est compliqué des fois. Et à notre niveau, en toute humilité, bon, comment tu peux nous aider là-dessus? Et tout est dans le travail de préparation dont tu as parlé. C'est-à-dire que le jour du match, tu es dans de l'exécution. C'est-à-dire que ton cerveau, tu lui confies le pilotage automatique des mises en action, de schémas qui ont déjà été préparés en amont. D'accord, Pour traduire, en gros, tu me parlais, toi, du match de tennis, c'est-à-dire que quand j'arrive dans mon match de tennis, je vais répéter des mêmes gestes, je vais être capable de, en cas de déconcentration, tu as parlé de cet aspect-là, de mettre en place une habitude qui me permet de très rapidement revenir dans mon match et me reconcentrer, me remobiliser. Donc, c'est un peu comme faire un reset mental, tu vois, donc sur le moment où tu es en difficulté. Et finalement, tu n'es plus à penser ce qui s'est passé, tu es juste dans l'action par la mise en conditionnement que tu as effectué au préalable. Donc, d'accord, tout ça, c'est le travail en amont du match qui te permet de savoir comment réagir sur le moment T et être extrêmement précis et efficace sans avoir à te poser beaucoup de questions. Tu es plus dans l'action et tu mets un peu une capsule temporelle pour pouvoir gérer ces émotions, revenir à de la concentration et savoir faire ce que tu fais déjà de bien. Parce que généralement, les personnes sont déjà à un bon niveau. Quand elles sont d'accord. à ce niveau-là, je pense, tu parles de finale de Roland-Garros, Ah, mais généralement. Sabine, c'est pour ça que... Mais c'est tout aussi valable, tu vois, à notre niveau, aussi humble soit-il. C'est-à-dire qu'on a la même cohérence et la même logique. Super. Super, super. Merci beaucoup, Julien, pour tes apports hyper riches. Je vais tenter de solliciter Albert, s'il n'est pas très loin. Je vois qu'il est plus sur la caméra, pour nous parler des IG, des indices glycémiques dans le pain. Mais, euh, mais peut-être qu'il n'est pas là. Si, Albert, tu es de retour? Tu nous entends, Albert? Oui, j'arrive. Ah, super. Je Ça t'ai fait un petit entendu. moment que tu n'es pas là. Oui. Allez, on va Ce parler que en je deux mots de... peux, Vas-y. ce que je peux dire dans le domaine du pain, c'est que avoir différentes céréales dans le pain, ça c'est un point important. Avoir de moins en moins de blé ou certains types de blé génétiquement des anciens blés, d'accord? Ça c'est important parce que les anciens blés ont moins de chromosomes que les nouveaux blés. Les nouveaux blés ont 46 chromosomes aujourd'hui et les anciens 12. Donc, ça, c'est un point important dans le domaine du blé. Deuxièmement, dans le domaine du blé, essayer de plus en plus d'avoir du bio ou du label rouge, où il y a eu moins de pulvérisage, où il y a eu moins de choses qui ont été mises sur les blés. Pourquoi je parle de la différence du blé bio et traditionnel? Pourquoi? Parce que lorsqu'il est stocké, aujourd'hui, le blé traditionnel ou conventionnel, hein, c'est le terme exact, on le pulvérise pour tuer les araignées, les charançons à l'intérieur. Et là, votre blé en reprend encore une couche et donc c'est pas bon. Les bio, eux, ils sont stockés et ils ont une soufflerie, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de produit à l'intérieur de la cuve de stockage, donc un produit de moins. Donc voilà pour le blé, c'est la même chose pour certains types de céréales. Aujourd'hui, des graines peuvent être ajoutées. Moi, j'apprécie beaucoup le lin parce que c'est beaucoup d'oméga 3 dans ce pain. Et donc, c'est un autre apport naturel qui est important. Le sarrasin, qu'on trouve de plus en plus en Bretagne et d'où est son origine aussi, mais c'est une forme de blé, le sarrasin. Donc voilà, aujourd'hui on a de plus en plus d'éoléagineux et de protéagineux dans certains types de pain. Donc après, ben, on y met des lentilles de corail si vous voulez, hein, c'est pourquoi pas. Vous y mettez certaines céréales autrement.
J'ajoute un point qui peut être intéressant, mais qui est souvent à titre décoratif, les graines de sésame, les graines de pavot, des choses comme ça. Bon, sont plutôt à titre de décoration anecdotique ou un petit peu de temps en temps. Mais je suis pas sûr vraiment qu'elles apportent un côté nutritionnel. D'accord. Ça, voilà. Voilà. Mais une règle essentielle, privilégier les pains qui sont poussés avec du levain ou mi-levain, mi-levure, mais avec des pousses lentes, comme on fait chez nous, chez Terrabiota, de la pousse lente. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange d'enzymes et puis privilégier des pains où vous êtes sûr qu'il va y avoir des fibres dedans. Nous, on fait de la supplémentation de fibres. Ça, c'est un point important parce que le pain blanc, c'est que de l'amidon, c'est du sucre rapide et malheureusement, bah, c'est pas bon pour l'endurance. Vous le savez très très bien. Exactement. Merci beaucoup, Albert, cette information sur le pain, parce qu'on aime bien le pain, mais il faut faire attention. Alors, maintenant, c'est comment récupérer après une épreuve. Eh bien, on a toujours un petit peu les mêmes informations. Il y a le côté biomécanique, comment gérer l'inflammation, et puis balance acido-basique, et qui est essentiel. Alors, on peut voir ça à gauche. On a également la petite balance qui est sur la droite de l'écran. Vous allez voir que si on récupère avec de la viande, des pains qui sont moins bons, du fromage, du gras, des saucissons, du coca, des sodas, et toutes ces choses-là, bien sûr, on va aller sur un déséquilibre acido-basique et les inflammations risquent d'arriver. Donc, c'est pas top. Autant privilégier les aliments plutôt alcalins comme certains fruits, légumes, qui vont être bénéfiques pour nous. Et bien sûr, toute la partie donc mécanique avec la partie étirement, ostéo, hein, kiné, ça peut être aussi utile en fonction du type d'épreuve. L'hydratation, l'oxygénation, bien récupérée, évidemment. Je fais une petite parenthèse sur l'aspect étirement. Il y a plein de théories sur les étirements. Il faut les faire avant l'entraînement, il faut les faire après l'échauffement, il faut les faire à la fin de l'entraînement. Euh, Toutes ces règles-là sont valables en fonction de l'effort qu'on va fournir et en fonction du type d'effort qu'on va fournir. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ça peut être un peu compliqué, mais voilà, les trois options sont possibles. La moins intéressante reste quand même celle qui est l'étirement après l'échauffement, parce que le but de l'échauffement, c'est de mettre en tension les fibres musculaires pour leur demander un effort particulier. Si on les étire juste après les avoir échauffés, les avoir mis en tension, ça n'a plus de sens. Le but de l'étirement, c'est justement de les faire récupérer et de les soulager, de les détendre. Donc, nous, le but, c'est de les mettre en tension avec l'échauffement. Donc, l'étirement après l'échauffement, ça n'a pas trop de sens. Donc, voilà. Ensuite, l'évacuation des lactates. Bon, bah, ça, c'est toujours pareil, c'est lié à l'hydratation, l'oxygénation. La régénération cellulaire, faut prendre attention, bien sûr, à ce qu'on mange. Et puis, enfin, les cycles de l'urée. Là aussi, c'est comment bien s'hydrater, comment bien nettoyer l'organisme avec une bonne eau, les bons outils. Donc voilà, là, c'est vraiment les éléments essentiels de la récupération. Et bien sûr, on pourra y ajouter quelques éléments complémentaires d'alimentation dont on parlera après. Les solutions pour que tout se passe bien pendant la performance, avant, pendant, après, eh bien voilà, on revient dessus, hein. L'hydratation, essentielle, bien sûr. La prévention, le traitement et les soins, on revient sur les trois paramètres dont on vient de parler. Donc, on en revient à l'idée de privilégier une eau filtrée, une eau plutôt alcaline, une eau ionisée négativement pour qu'elle soit antioxydante. Et bien sûr, des contenants non plastiques, tant qu'à faire, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon pour la partie hydratation. Pour la partie prévention, idem, hein, alimentation équilibrée, on revient toujours sur les mêmes notions. L'activité physique qui va être essentielle quand on parle d'activité physique, alors qu'on parle de sport aujourd'hui. C'est-à-dire que même si vous êtes coureur, vous pouvez aller faire du roller, vous pouvez aller faire du tennis. Il faut avoir d'autres techniques, d'autres approches pour ne pas être spécialisé et ultra spécialisé. Et la diversification, elle est hyper intéressante pour la mobilité articulaire. Donc voilà ce qu'on évoque dans la notion d'activité physique. La gym d'autocorrection articulaire, alors ça j'aime le mettre parce que c'est une approche que j'ai mis en place via la méthode Dorn et des techniques d'autocorrection. Donc c'est comment apprendre à se manipuler tout seul pour ne pas avoir à venir chez un ostéo en urgence. Donc c'est du préventif.
Ça, c'est hyper intéressant. Euh, je vous donnerai les informations pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, hein, bien sûr, un sommeil réparateur tant que faire se peut. Voilà. Ensuite, et enfin, on a les traitements et les soins, bien sûr, kiné, physio, ostéo, les étirements, bien sûr, et puis toujours cette notion de repos pour la récupération. Et puis, on arrive à un élément qui est hyper important qu'on a en bas, bien sûr, c'est en vert, bien sûr, c'est logué. Bien sûr, on va parler d'oméga 3, on va parler de nutriments, d'acides aminés, de fibres, d'oligo-éléments, de pigments complémentaires. Vous savez peut-être pour certains de quoi on va parler, mais là, moi, je me tais, je laisse la place à notre spécialiste Pierre qui va nous parler de chaque élément qui vont permettre l'optimisation métabolique pour la performance. Donc, Pierre Bus, c'est à toi. Je te laisse nous parler de ces 5 éléments qui sont prépondérants pour la performance. À toi, Pierre. Faut que tu remettes ton son. Remets le micro. Julien, si tu peux remettre le micro à Pierre. Ouais, c'est ce que j'essaye de lui. Ah, C'est bon, salut. Pierre. Voilà. Top. Merci Julien pour le micro, parce que sans micro, c'est difficile de causer, hein. Bonsoir à toutes et tous qui sont présents. Tu as parlé de beaucoup de choses, Geoffroy, très intéressantes. Et là, concernant tout ce qui peut nous apporter des solutions efficaces, pour performance et pour rester en bonne santé, bon, Zinzino a des réponses vraiment très larges et efficaces et scientifiquement prouvées. Alors, en premier, le premier des super-aliments, bon, on va parler de l'eau, hein, puisque c'est indispensable. Chacun, nous avons un besoin hydrique qui est différent, oui. Et là, il y a des erreurs à ne pas faire et malgré tout, beaucoup de sportifs le font. Et moi, perso, je suis issu des sports de combat et tous les sports de combat à catégorie de poids, bon, avant de passer sur la balance, les sportifs, ils prennent beaucoup de diurétiques, ils perdent de l'eau, donc ils perdent du poids. Mais bon, quand on est carencé en eau sur le ring, c'est chaud, quoi. Voilà, donc l'eau, et ça c'est pour les sports de combat, oui, mais pas que. Les hyperthermies en athlétisme, j'en ai vu sur du 10 000 et tout, c'est impressionnant, hein. Donc voilà pour l'eau. Mm. Ensuite, donc là, macro et micronutrition pour les sportifs, mais pas que pour eux, mais c'est le thème de ce soir, hein. Donc en termes de nutrition, tout à l'heure, tu as parlé des pâtes. Et les pâtes, ouais, euh, en fonction du mode de cuisson, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que des pâtes qui sont cuites de manière al dente, donc un peu dure, oui, parce que l'assimilation va être lente et tout ça. Si les pâtes sont trop cuites, ça devient des sucres lents. Mm. Donc, un shoot de glycémie, le pancréas, il se croit, il est obligé de produire un maximum d'insuline, pas bon. On fait le yo-yo. Voilà. Et idem pour un sportif sur n'importe quel type de course à pied qui se tape un coca avec un shoot de sucre, il risque ce qu'on appelle une hypokaliémie, une hypoglycémie, pardon, réactionnelle. C'est-à-dire qu'une fois que les sucres sont consommés, boum, hypoglycémie, pas bon du tout. Donc, à gérer, je ne sais plus qui a parlé de ça, en amont des épreuves, le stock de glycogène, parce que effectivement, pour le cycle de Krebs et pour nous produire de l'énergie, il nous faut du glucose, le premier carburant.
Et le glycogène, il est stocké dans le foie et dans les muscles et distribué au fur et à mesure du besoin. Donc, idéal. Il n'y a pas de shoot de glycémie. Et donc, pour parler de ça, bon, ben, je suis obligé de faire référence à, à la mon cheval de bataille depuis plus de 28 ans, où quand on regarde sa composition, alors là encore une fois, c'est pas vrai que pour les sportifs, c'est pour tout le monde, mais en particulier pour les sportifs. Protides, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments, pigments, etc. Et très exactement ce qui correspond à notre fond nutritionnel. Bon, pour les sportifs, c'est un peu différent, parce qu'ils ont des besoins nutritionnels supérieurs. Et bon, ils savent, j'espère, les gérer en termes de quantité et selon l'effort à fournir et en fonction de l'épreuve sportive. C'est tout à fait différent sur un sprint sur 100 mètres où ça dure pour les meilleurs aux alentours de 10 secondes et sur un trail ultra comme ici à La Réunion, le Grand Raid, où on est sur 180 km minimum et sur 24 heures à peu près, hein. Donc là, ça se gère différemment. Et alors, pour tout ce qui est au-delà d'une heure de course, euh, il faut savoir que le système digestif, il a droit à zéro énergie. Donc, au-delà d'une heure, si on s'avise de consommer des éléments qui vont demander un effort au niveau de la digestion, ça va être compliqué et il y a risque de gerber quelques kilomètres après, ce qui arrive souvent. Donc là, la fameuse spiruline, surtout celle que nous produit Zinzino, hein, avec les éléments qu'elle contient, comme j'ai dit, hein, l'ensemble de ce dont nous avons besoin, elle va apporter les éléments fondamentaux, en particulier les protéines, mais pas que, les oligo-éléments, comme entre autres potassium pour éviter une hypocalémie, par exemple, ce qui arrive souvent. Et c'est pas le hasard si les tennisman, au changement de côté, bouffent des bananes hein, riches en potassium, hein. Et donc voilà, tous ces éléments, et en particulier les oligo-éléments, sur une longue distance, lorsqu'on consomme de la spiruline, qui, je le rappelle, comment, lorsqu'on l'ingère une demi-heure après, tous les éléments sont dans le sang. Voilà, il n'y a pas besoin de passer par le système digestif. Donc, le réassort en protéines, en oligo-éléments, en glucides, glycogène et rhamnose. Donc, pour rappel, à assimilation lente, les oligo-éléments, je l'ai dit, les vitamines, l'ensemble des vitamines du groupe B, etc., etc. Tout ça se fait très vite, sans problème. Donc, pour la longue distance, en termes de nutrition, on n'a pas fait mieux que la spiruline, hein. Bon, une boisson isotonique, euh, au, au- au stop and go du ravitaillement, des amandes, des figues, des dattes, des trucs comme ça, oui, mais faut se méfier du reste. Voilà. Donc, en termes de nutrition pour un athlète, bon, effectivement, ça se prépare avant les épreuves, hein. Mais pendant les épreuves, le choix doit être fait en fonction du sport pratiqué, hein. Voilà. Mais quel que soit le sport, le fondamental, la spiruline. Et alors, dans sa composition, j'ai parlé de pigments. Chlorophylle, caroténoïdes que tout le monde connaît, mais il y en a un, c'est le flacon bleu qu'on voit sur le visuel.
la phycocyanine. Cyan en grec, c'est le pigment bleu de la spiruline et c'est pour ça qu'on l'appelle une algue bleue. Alors, ce pigment, à lui tout seul, et là, on a la quintessence de la nature, quoi. Et pour un sportif en particulier, pas que pour lui, mais en particulier pour lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ingère ce pigment, on augmente notre VO2 max de manière très importante. En fait, tous les sportifs courent avec un cardio, connaissent leur battement cardiaque, et avec la phycocyanine, ils gagnent entre 15 et 17 pulses minutes. C'est énorme, hein. Et au-delà de ça, donc la VO2 max augmentée, elle va ce qu'on appelle tamponner l'acide lactique produit, parce qu'à chaque contraction musculaire, on produit de l'acide lactique qui, c'est pas un déchet, hein, c'est pas vraiment un déchet. Donc on produit de l'acide lactique qui est un facteur limitant et une inflammation. Et là, l'inflammation, au bout d'un moment, ça pique, hein. Et donc l'acide lactique, alors pour se rendre bien compte, hein, vous regardez en athlétisme une épreuve sur 400 mètres par exemple, où là, avant les 100 derniers mètres, là où l'acide lactique commence à bien s'accumuler, donc pour rappel, c'est un facteur limitant, on voit un ou une athlète qui revient du diable vauvert du peloton et qui va doubler tout le monde tranquillement et qui va gagner la course. Pourquoi? Parce qu'elle a mieux géré son acide lactique. Voilà. Et la phycocyanine permet pour être plus précis, à partir d'un lactate, elle le transforme en 34 molécules d'ATP, donc d'énergie. Donc, avec un pseudo-déchet, on produit de l'énergie pendant et après l'effort, c'est-à-dire une meilleure récup derrière. Et pour certains sports, et moi personnellement, je peux vous donner 2 exemples perso quand j'habitais Chamonix, sur la face sud de l'aiguille du Midi, en escalade. J'ai passé un premier surplomb en exagérant avec les bras. Au deuxième surplomb, j'avais les avant-bras tétanisés, chargés de lactique. Je suis vite redescendu en rappel, hein. Deuxième expérience hyper négative avec le lactique. Je suis un skieur, moi, hein, mais sur la neige en particulier, mais sur l'eau. Et en ski nautique, sur un monoski très tubulaire, donc super pour les figures, mais pour sortir de l'eau, ça tire. Et là encore, comme un con, j'ai tiré sur les avant-bras. Le soir même, épitrocléite, impossible de tenir un verre dans ma main ou une boule de pétanque, hein. Donc, l'acide lactique, ça se gère. Et c'est pas évident. Et il y a certains sports de combat, comme le judo ou le jiu-jitsu, ou les saisies, ça dure et tout ça. Bon, on accumule. Donc, la phycocyanine, pour tous ces sports, je vais pas parler de panacée, mais c'est quand même un apport incommensurable pour un sportif. Thomas Sipierre, qui doit être présent sur le Zoom ce soir, pour rappel, il a été champion de France, le mec de tennis, hein, dans sa catégorie, bien sûr. Et au 5e set, sur terre battue, bah, celui qui est chargé en lactique, bah, il va pas trop filer, quoi, hein. Voilà. Donc, la phycocyanine pour un sportif, c'est phénoménal. Et pour rejoindre notre ami qui s'occupe des angoisses des sportifs avant, pendant et après, la phycocyanine, pour rappel,
parmi la très, très longue liste de ses fonctions thérapeutiques, elle a un effet sur une plus grande sérénité, sur nos capacités mnésiques, donc nos capacités de réflexion, de calcul, et pour l'aspect psychologique, le sommeil réparateur. Où là, pour un sportif, il faut bien le gérer aussi, c'est pas évident, hein. Et donc, avant une épreuve sportive, bon, ben, l'angoisse commence à monter. Et voilà. Et un exemple personnel aussi, j'ai fait des stages de ski pour améliorer mes performances en slalom. Et effectivement, avant chaque départ, on visualise ce qu'on va faire. Et là, la phycocyanine, grâce à la plus grande sérénité, permet de mieux visualiser ce qu'on va faire. Voilà, donc pour un sportif, là, j'ai fait un condensé, hein, mais j'ai pas tout dit là-dessus, sinon on est là Pas de demain souci. matin, hein. Donc pour un sportif, la phycocyanine, oui, bien sûr. Et sur une simple séance de CrossFit qui dure une heure et demie, quelqu'un qui prend de la phycocyanine, il va voir immédiatement, s'il connaît son corps, euh, comment il va pouvoir lever de la fonte un peu plus longtemps et récupérer beaucoup plus vite. Voilà. Pour simplifier Donc, un petit peu tous les trucs. Ah, pardon. j'ai parlé de spiruline pour la micronutrition, oui, la phycocyanine, etc. Mais pour juguler l'inflammation, bon, la phycocyanine, c'est un anti-inflammatoire. Les oméga 3, bon, euh, les oméga 3, alors là, la fonction est beaucoup plus importante. C'est un anti-inflammatoire, oui, mais c'est aussi qui permet à la membrane cellulaire d'être fluide. Donc de bien laisser rentrer les nutriments et sortir les poubelles. Parce que un sportif, si par rapport à son alimentation, il n'arrive à accéder qu'à 50%, c'est pas bon. Et donc, ces oméga 3, oui, mais la curcumine aussi. La curcumine, puissant anti-inflammatoire, pas que, hein, euh, naturel. Et avec les 300 molécules qui accompagnent la curcumine, des polyphénols très importants, antioxydants, anti-inflammatoires, bon, pour un sportif, il y a un cumul de molécules que propose Enzino qui sont quasi incontournables, quoi. Incontournables. Et donc, il vaut mieux les connaître. Donc, je vous invite à vous y intéresser et les tester, parce que c'est comme ça qu'on voit les effets de ces molécules. Mille Est-ce merci. que j'ai Pardon. été suffisamment bref? Parce que sinon, on peut épiloguer longtemps, hein. Non, non, tu as surtout été très très clair. Et je vais essayer de réduire encore plus ce que tu as dit. La spiruline, c'est une micronutriment essentiel pour avoir tout ce qu'il nous faut comme micronutriments, vitamines et tout ce qui va être bénéfique pour l'alimentation du sportif. La phycocyanine, c'est le concentré d'excellence de la performance pour tout ce qui va être cognitif et répercussions métaboliques. La balance oil, si je dis pas de bêtises, hein, on va avoir un peu un fluidifiant aussi sanguin qui va nous permettre de mieux capter l'oxygène, de mieux capter aussi les bons nutriments pour être bien alimenté pour la performance. Et ce qu'on appelle le X-Gold, le liquide jaune avec la curcumine croisé avec la pipérine, du poivre noir. Euh, Ça, c'est vraiment pour l'aspect anti-inflammatoire et nettoyant post-compétition. Et puis, bien sûr, la carafe Zeli Water qui est hyper intéressante pour avoir une eau alcaline et ionisée pour bien nettoyer l'organisme de tous les déchets accumulés avant et surtout après l'effort. Est-ce que j'ai bien résumé, Pierre?
Oui, mais ça Tant mieux. demande beaucoup plus de précision que ça, quoi. On est Tu vois, d'accord. On est d'accord. Mais on n'a ça peut-être pas que demande. des grands athlètes autour de nous ce soir, donc on essaye de Non, simplifier. mais alors, Thomas, attention, Geoffroy. dis-moi. On ne parle pas que des champions du monde, hein. Non, Celui qui fait du sport tous les week-ends, un match de foot ou peu importe, un trail, qui va surfer ou quoi, c'est un sportif, celui-là. tout Et à fait. lui, il est concerné aussi, tu vois. Je viens d'avoir un message d'un ami triathlète qui a pris de l'huile et qui prend la FICO et qui a fait une course ce week-end, qui me dit je manque de puissance sur le vélo, ça c'est un fait, mais clairement je récupère beaucoup plus vite et beaucoup mieux, et ce qui me permet d'enchaîner les séances. Donc voilà, Ouais, alors, c'est Geoffroy, sceptique, mais il constate. le pire des triathlètes, c'est les aérones. Parce qu'alors eux, les mecs, c'est des cinglés, quoi. Ah, de passage, mais Ils amènent le corps dans les derniers retranchements. Et alors, eux, l'avantage, c'est que la moindre modif dans ce qu'ils prennent et ce qu'ils mettent dans leur bouche, ils le voient tout de suite. En général, celui qui fait des erreurs, ça se passe au 20e kilomètre sur le marathon, la dernière épreuve. Alors lui, il paye cash. Mais par contre, celui qui a l'intelligence de se préparer avec ces molécules-là, bon, bah, lui, il est au top, hein. Et d'ailleurs, il y a un Iron qui s'appelle Ludo le Fou. Il est fou parce qu'il a aligné 41 Iron en 41 jours, quoi. ouais, j'ai vu Et, ça. euh, et ben lui, merci la phycocyanine pour lui. D'ailleurs, je sais pas s'il est toujours consommateur, mais il en a fait la promotion. Mais je te confirme qu'effectivement, quand on n'est pas bien hydraté, pas bien alimenté, qu'on prend des petites, des petits gels, boosters et tout ça sur des longues distances, ça peut être très compliqué. Et j'ai vu des très bons triathlètes, des amis, quand on a fait l'Ironman, justement, parce que j'ai eu la chance d'en faire un, et ils sont tombés comme des mouches parce qu'ils n'étaient pas bien soit alimentés, soit hydratés, et ils ont fini sous perfusion. Donc, effectivement, l'alimentation et nos solutions d'optimisation métabolique, elles sont hyper, hyper intéressantes. Merci beaucoup, Pierre, pour ces apports, encore une fois, toujours extraordinaires et hyper complets. Si vous... On n'a pas dit grand-chose, hein, c'est dommage. on fait accessible, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et tout à l'heure, je regardais, je switchais un petit peu, j'ai vu qu'on avait une question. Quel conseil nutritionnel pour entretenir ce premier carburant qu'est le glucose ou le glycogène? Alors, on a une réponse derrière. Qu'est-ce que tu peux donner, toi, comme information, Pierre, dessus? Je repose la question de la part de Céline. Quel conseil nutritionnel pour entretenir ce premier carburant qu'est le glucose ou le stock, c'est le glycogène? Bah, le glycogène, il faut faire le stock avant les épreuves. Mhm. Et effectivement, en fonction de la pratique sportive, la spiruline sur la longue distance apporte des glucides, donc le premier carburant pour les mitochondries, donc nos énergies, euh, sous forme de glycogène et rhamnose, donc des glucides à assimilation lente et délivrés au fur et à mesure du besoin pour éviter une hypoglycémie réactionnelle, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi, hein. Donc, glycogène, ça se prépare avant et pendant, en fonction de l'épreuve. Après, quand on tape dans les graisses, bon, ça va, mais c'est quand on arrive à taper dans les protéines, là, ça peut être un problème. Exactement. Et ben voilà, merci pour tous ces apports, c'était encore une fois très riche. On va passer à deux témoignages. Euh, vous allez voir. Alors, Salut Ronan, bah, écoute, voilà. tu te présentes. Je m'appelle Ronan Herzog, j'ai 22 ans, je fais de l'athlétisme et ça va faire 3-4 semaines que je prends Natura Blue Sport
Natural Blue Sport. Et au bout de 3 jours de prise, j'avais une compétition. J'ai fait un entraînement qui était assez léger, donc on ne pouvait pas donner de résultats sur ça. Mais sur la compétition, j'ai eu un 100 mètres, 200 mètres et un 400 mètres dans la même journée. J'ai fait le 100 mètres le matin, qui m'est passé, et dans l'après-midi, j'ai fait 400 mètres. Et j'ai enchaîné 220 minutes après 400 mètres. Et j'ai fait un de mes meilleurs temps de la saison sur 200. J'ai fait le 400 mètres en 53-38. J'avais fait mon meilleur temps là, mais je l'ai battu déjà depuis. J'avais pas les mêmes sensations sur le lactique à la fin. J'étais beaucoup plus. J'étais moins ralenti au niveau des gestes, là, donc un peu plus léger. Et ce qui m'a permis de battre mon record sur ce jour-là. Et ensuite, j'ai enchaîné le 200 mètres 20 minutes après. J'ai eu le temps d'un petit peu 20 minutes pour récupérer et j'ai enchaîné. Et j'ai fait 24-30 aussi dessous. Et après, tous les autres entraînements, que ce soit le lactique, le travail d'aérobie, le travail musculaire, j'ai plus aucune courbature. J'arrive à récupérer assez rapidement. Même le soir, en pleine séance, quand je suis chez moi, je me sens pas fatigué. Alors qu'avant, je me sentais plus lourd en faisant des séances, etc. J'arrête le témoignage ici pour pouvoir passer au second, mais entre les deux, je vais évoquer ce qu'on voit en bas de l'écran et de la vidéo. On voit Natura Blue, c'est l'ancien nom de la marque Xelis, et qui aujourd'hui, sur la partie phycocyanine, a été repris par Zinzino. Et il est important de vous informer d'une chose, c'est que la concentration à l'époque de Natura Blue était de 3 grammes au litre, si je ne m'abuse. Quand j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, pardon, la phycocyanine, on était à 14 grammes par litre. Et lors de la convention annuelle qui s'est faite en France le week-end dernier, on a appris que la concentration était passée à 20 grammes par litre. Donc, si les effets étaient bénéfiques à l'époque avec 3 grammes par litre, je vous laisse imaginer ce qu'il en est aujourd'hui. Il faut savoir également que l'Inzino a bien sûr le label Sport Protect, c'est-à-dire que c'est un produit qui est non dopant. Donc, c'est comme c'est un produit naturel, il est non dopant. C'est hyper important si vous voulez en parler aux sportifs autour de vous. Voilà, je passe au second témoignage. Alors Marc, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? J'ai eu 60 ans cette année. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que t'a procuré le Natura Blue depuis que tu le consommes? Ben, déjà, avant de le prendre, j'étais très, très, très fatigué et j'ai eu 2 accidents de travail, donc j'étais au bout du rouleau. Et je ne pensais pas vraiment l'efficacité de ce produit avant que j'en sente les effets au bout de 15 jours. Voilà. Donc déjà, je me suis senti mieux sur le plan physique. Et en plus, je suis diabétique, je pourrais dire j'étais diabétique. Voilà. Donc, de quel type le diabète? Le type 2. Voilà, donc tu avais des cachets. Oui, des cachets 3 fois par jour. Oui. Et au bout d'un mois, j'ai ressenti des effets donc bienfaisants et j'ai commencé à baisser les médicaments, à en prendre plus que 2, puis 1 et puis plus du tout. Et maintenant, c'est stabilisé. Voilà, super. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu conseillerais de prendre Natura Blue? Ah, ça, oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter, il faut prendre Natura Blue. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Donc, quand tu as pris Natura Blue, tu as 60 ans, tu m'as dit, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quoi? Ben, d'être retourné 25 ans en arrière, à peu près. 25 ans en arrière. Donc, un bon capital. Voilà. Voilà. Et des sensations que je n'avais plus connues depuis longtemps. Je refais du vélo alors que je n'avais pas la force de le faire. Donc, Voilà un nouveau témoignage qui peut inspirer beaucoup des collaborateurs de Zinzino et puis aussi beaucoup de sportifs, beaucoup de non-sportifs, des diabétiques. Et on sait que les produits qui sont développés, les produits naturels, et je rappelle, hein, produits naturels qui protègent les océans, qui sont safe pour les sportifs, hein, voilà, Sport Protect, qui peuvent être halal, vegan. Voilà, il y a énormément de labels qui ont été obtenus par la marque. Et je rappelle encore une fois la notion de concentration, hein.
on parle de Natura Blue. Julien, si je dis une bêtise, tu m'interpelles, mais Natura Blue, c'était 3 grammes de Oui, phycocyanine. c'était ça, c'était effectivement bien du 3 grammes litre, et Exact. après on a passé à 5. Voilà, on est passé à 5 aujourd'hui. Enfin, quand moi j'ai découvert il y a quelques mois, on était à 14 puisque c'est X14, hein, c'est ce qui est décrit sur les bouteilles de Xelis encore. Et maintenant, on a été informé là, ce week-end qu'on était passé à 20 grammes par litre. Donc les effets sont d'autant plus bénéfiques. Enfin, des diabétiques, on en a beaucoup autour de nous, on peut en avoir plein d'autres pathologies. Donc avec ce que nous a expliqué Pierre sur les concentrations et l'importance pour les sportifs, on peut aussi imaginer l'impact bénéfique sur les pathologies et les non-sportifs. Voilà pour 2 témoignages. Tac. Alors, bien sûr, la rigueur avec le laboratoire Vitas. Alors, qu'est-ce que c'est que le laboratoire Vitas, hein? C'est un laboratoire norvégien qui collabore avec les plus grandes universités du monde, hein. On parle de Yale, Harvard et j'en passe. Il y en a une dizaine. C'est aussi le laboratoire des athlètes, en tout cas de sécurisation et de protection des athlètes olympiques norvégiens. Donc, c'est un peu notre laboratoire français qui se trouve, si je ne m'abuse, en Île-de-France. Je perds le nom, mais à Châtenay-Malabry. Voilà. C'est un peu le même type de laboratoire. Donc ça, c'est pour les tests sanguins. Et puis en bas à droite, vous avez ce qui est la révolution, le seul et unique outil aujourd'hui qui permet de rendre une phycocyanine 100% pure. Ce sont les photobioréacteurs qui ont été développés par Tino, je perds son nom de famille, mais c'est pas grave. C'est celui qui a créé et développé la spiruline en vase clos et en vase, on va dire, ultra protégé. Pour faire simple, traditionnellement, la phycocyanine, elle est développée et elle est cultivée dans des grands bassins qui sont de forme ovale, qui prennent beaucoup de place. Ils sont dépendants de la météo, ils sont dépendants des polluants qui sont aux alentours, des pesticides qui sont aux alentours. La phycocyanine, elle est en contact avec les parois qui sont souvent en plastique ou en plexi. Donc, elles peuvent être souillées par le temps, par la météo, par les polluants et par la dégradation naturelle des éléments de la mer, tout simplement. Donc, c'est pas toujours très sain. Et puis, Tino a développé plusieurs façons de développer, enfin, plusieurs outils, pardon, pour cultiver cette spiruline avec beaucoup d'essais, et puis des brevets qui ont été déposés les uns derrière les autres pour en arriver à ce grand aquarium où l'air est filtré, l'eau est filtrée également pour qu'il n'y ait aucun polluant à l'intérieur. C'est géré par l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour que tous les paramètres internes soient régulés. Et vous voyez des lumières violettes, eh ben, bien sûr, hein, ce sont les UV qui sont soumis normalement aux intempéries, hein, en tout cas les UV naturels. Le soleil, on ne l'a pas toute l'année, 24 heures sur 24, et puis avec des intensités différentes. Donc là, voilà, il a créé ces photobioréacteurs avec des technologies brevetées qui sont reconnues. Et récemment, il faut savoir que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'OMS qui a demandé à Zinzino de le partager des compléments, enfin en tout cas la spiruline, des échantillons de leur spiruline pour comprendre pourquoi les taux de nutriments internes étaient aussi performants, aussi importants et pourquoi dans un gramme de spiruline, il y avait plus de protéines que dans du bœuf ou dans du poulet, voire du poisson. Donc, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et sachez que bah voilà, hein, Cinzino est la seule marque au monde à avoir ce genre d'outil. Donc, une spiruline pure, parce que la spiruline bio, sachez qu'elle n'existe pas de par les paramètres que je vous ai évoqués juste avant. On passe enfin au test qui est là, encore une fois, l'élément unique et qui fait la singularité de Zinzino, c'est le balance test. Alors, on va tester les oméga 3 et les oméga 6, la vitamine D. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, sur plus d'1,5 million de tests que Zinzino a réalisés, on a 97% des personnes à travers le monde, je précise bien à travers le monde, hein, que ce soit en Asie, en Amérique, en Afrique ou en France ou en Europe, 97% des personnes testées sont en déséquilibre inflammatoire. Je vais vous raconter une petite histoire toute récente. Un ami
qui a fait qui vend aussi des produits, des compléments alimentaires, m'a dit que ce qu'il avait, c'était exceptionnel. Et je lui ai proposé d'être testé. Et ces tests sont revenus en déséquilibre. Donc, il était très embêté parce il gagne bien sa vie avec ces ventes-là. Mais là, il est très embêté de découvrir que bah, ces produits ne sont pas assez performants, en tout cas pas à hauteur de ce qu'il espérait, de ce qu'il pensait. Ça remet une certaine philosophie en question. Donc, le pauvre, je l'ai mis en délicatesse. On va parler un petit peu de ces tests et puis on va voir comment ça se présente. En bas sur la gauche, vous avez un grand rectangle rouge où il y a écrit en déséquilibre. Ça ne peut pas être plus clair. Le premier chiffre, ce sont les oméga 6. Le deuxième, ce sont les oméga 3. La moyenne, la valeur d'équilibre, on parlera de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Si je ne m'abuse, là, c'est la valeur de Julien. Voilà, son premier test. Exactement. Vous les connaissez, hein, valeur de protection, on appelle force mentale, mais c'est plutôt l'aspect cognitif et l'impact cognitif. L'indice d'oméga 3, Julien, il était quand même pas mal. Fluidité membranaire, il était légèrement au-dessus. Hein, sachez qu'à 4, on absorbe, à 8, on absorbe qu'à moitié, et puis à 12, on n'absorbe plus rien. Donc 12 sur 1, on n'absorbe plus rien. Et puis ensuite, voilà l'acide arachidonique, où il était plutôt pas trop mal. On voit sur la gauche, sur la droite, pardon, maintenant, la première colonne, il y a marqué test numéro 1. Et puis, on peut voir la différence avec son premier test réalisé. Et puis, le deuxième test avec 120 jours d'écart et la prise des oméga 3 de la marque Zinzino qui, pour information, je donne l'information comme ça, je la jette. Zinzino a eu un award de la qualité gustative de ses oméga 3. Donc, c'est un award pardon, international du goût des compléments alimentaires sur ces huiles et un award de 2 étoiles. Donc, ce qui est quand même l'élite mondiale en termes de goût. Voilà. Donc, on revient au test de Julien, hein, valeur initiale 16,1, et puis 120 jours après, il passe à 2,6, donc en équilibre. Pareil pour la valeur de protection, il était à 0, 0 pointé. Euh, Bravo Julien pour cette note. Puis ensuite 91. Enfin, l'indice oméga 3, pareil, on voit qu'il revient dans le vert. On voit que l'indice de force mentale est rééquilibré légèrement au-dessus, hein, vous voyez la valeur au bout de la flèche. Là, on est à 1 pour 1 normalement. On était à 1,3 pour 1. Pareil, on est très proche de l'équilibre. On revient pareil, très proche de l'équilibre avec 4,7 sur la fluidité membranaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis enfin, le dernier élément, l'acide arachidonique, pareil, il revient quasiment en équilibre. Ça, c'est juste en 120 jours. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on peut transformer son fonctionnement métabolique grâce aux oméga 3. C'est quand même, euh, c'est quand même surprenant, c'est quand même étonnant quand on voit l'efficacité et l'utilité que ça peut avoir pour... Aujourd'hui, on parle des sportifs, mais pas que. Voilà, c'est aussi un anticoagulant. Donc, à ne pas prendre quand les gens prennent du cardégique. Il faut être vigilant. Mais voilà, c'est un anticoagulant, donc c'est un fluidifiant sanguin. Donc, pour le sport, encore une fois, c'est vraiment essentiel. Voilà. Je laisse le chat ouvert pour les questions. Si vous en avez, on est là, on est présent, on essaie d'y répondre. N'hésitez pas. Sinon, on vous dit merci. Mais on va dire merci après avoir répondu aux questions. Ça vous va? Il y avait la question de Samja pour Pierre, peut-être. Ouais, J'ai un problème de circulation sur mes jambes droites, sur ma jambe droite plutôt. ouais. Je On parlait marche 5 à 10 minutes dû à les varices et bien né ou bien héréditaire. Bah, conseillez-vous, quoi. Et il n'arrive pas à courir. Ouais. Alors, moi, je vais me permettre là-dessus. Je n'ai pas de réponse. J'en ai pas. Mm. Ça sera intéressant de se renseigner. J'en ai pas. Peut-être que Pierre va pouvoir nous aiguiller, nous aider. Pierre, Ah, j'ai coupé son micro. Non, je pense, hein, je suis pas sûr. Oui, je crois que c'est ça. vas-y. Oui, hop là. Voilà, Ouais. c'est mieux avec le micro. Alors, au-delà d'une réponse, j'ai une question à la personne. Est-ce que, il est en surcharge pondérale? Deux, est-ce qu'il a de la graisse abdominale en dessous du nombril ou Mhm. pas? Parce que ça a son importance concernant le retour sanguin. Et est-ce que il met des bas de contention? Est-ce que
il piétine toute la journée, etc., etc. Parce que le retour sanguin, c'est hyper important. Il faut que le sang remonte, hein, on lutte contre la gravité, le sang, il faut qu'il remonte, et nous disposons de 3 pompes principales. Un, la voûte plantaire qui permet de faire remonter le sang. Deux, le mollet, où là, la médecine ayurvédique parle de deuxième cœur, et une troisième pompe au niveau du sternum. Tout ça pour que le sang bleu arrive au niveau des poumons et fasse l'échange avec de l'oxygène pour repartir vers le ventricule gauche du cœur et repartir dans le circuit. Et en fonction de la chaleur, si la personne piétine ou ne bouge pas du tout de la journée, ce qui est contraire aux prédispositions d'Homo sapiens d'ailleurs, parce que les veines ont une capacité de dilatation 24 fois supérieure aux artères. Ça veut dire que normalement, il y a des petits clapets, le sang remonte, le clapet empêche le sang de redescendre, et ainsi de suite. Mais si la tuyauterie vénale est trop dilatée, pour la chaleur, pour les piétinements, pour X raisons, le sang, ben, il remonte pas, et il remonte mal. Donc les jambes lourdes, etc., etc. Voilà. Donc la graisse abdominale en dessous de la ceinture participe grandement à ce problème. Super. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien, sur le chat? Non, pas particulièrement. Il n'y en a pas d'autres. Alors, ça veut dire que la présentation a été top et que tout a été très clair pour tout le monde. Si c'est OK pour tout le monde, est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat? C'est OK. Si vous avez trouvé ça extraordinaire, vous pouvez dire que c'était extraordinaire aussi. On va laisser un petit peu le temps pour que vous ayez la possibilité d'écrire. Alors, Geoffroy, Dis-moi. Parmi les gens qui sont présents sur ce Zoom, j'ai cru comprendre que Thomas Sipierre voulait faire un témoignage. Thomas Sipierre, comme je vous ai dit, il a été champion de France de Eh, tennis, donc ce serait bien qu'il se manifeste. eh bien, s'il nous entend, Julien, tu peux lui ouvrir le Ça y micro. est, c'est demandé. Eh ben, Ouais. à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis désolé pour la tenue. Par contre, je voulais vous remercier, messieurs, pour ce très beau moment, puisque vous avez apporté beaucoup de clés pour les sportifs. Et effectivement, moi, je suis joueur de tennis. J'étais moniteur de club et coach de joueurs. Et effectivement, j'ai connu ces molécules il y a quelques années. Et ça m'a énormément apporté et, en termes d'intensité, en termes d'endurance, en termes de récupération et donc de VO2 max amélioré. Et dans le sport, d'avoir une bonne VO2 max, je peux vous dire, c'est très important. Vous êtes tous sportifs, je pense, ici. Donc, l'importance d'avoir une VO2 max améliorée naturellement, ça a pas de prix. Et comme me disait tout à l'heure Pierre, il parlait de trailer parce que moi, je suis un client plus que satisfait qui a décidé de devenir ambassadeur et d'en parler autour de moi. Et pour vous donner une idée, je travaille avec beaucoup de trailers, avec Pierre aussi, et on a travaillé avec des trailers comme Davidos, qui sont des champions olympiques. Et en fait, tous les retours qu'on a des personnes avec qui font des marathons, qui font des trails, qui font de l'athlétisme, des longues distances, le retour est tous le même. Ils ont gagné 15 à 17 pulsations à la minute. Et ça, pour moi, c'est important. Je voulais vous le partager. Parce que la phycocyanine avec la curcumine, la spiruline, l'huile de balance et l'eau, je n'oublierai pas l'eau, l'importance de l'eau pour le sportif, bah, tout ça fait qu'on a un quintet gagnant, j'appelle ça le quintet gagnant. Et je peux vous dire que
En tant que sportif, on a besoin de plus que tous les autres. On a besoin d'une meilleure nutrition, on a besoin de mieux détoxifier nos cellules, apporter plus d'antioxydants, mieux les hydrater pour qu'on puisse vraiment aller chercher des performances optimales. Donc, vous avez très bien fait de partager ce message ce soir. Félicitations à vous, messieurs. Merci énormément pour le partage. Et je vous invite tous à vous renseigner et à demander un rendez-vous supplémentaire pour vraiment rentrer dans les détails en fonction de vos besoins. Parce que là, vous avez des solutions à votre disposition qui sont juste uniques. Voilà, c'était mon petit retour de ce soir. Merci, messieurs, en tout cas, de m'avoir permis de parler. Et continuez comme ça, c'était top. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Merci Thomas. Et merci, Pierre, de nous avoir relancé sur le fait de laisser la parole à Thomas pour nous faire part de son retour et de son expérience sur le sujet. Merci.